Stéphane Le Foll est notre invité, ministre de l'Agriculture. Bonjour. Bonjour. Et fidèle de François Hollande. Fidèle de François Hollande. C'est souvent comme ça que ça commence. Il est bon de le préciser. Oui, mais ça commence toujours comme ça. Moi, j'aime bien préciser ça, parce que en ce moment, il est bon de le préciser. Voilà, très bien. Bon, donc, fidèle de François Hollande. Fidèle de François Hollande. Vous assumez, c'est bien. Le pacte de responsabilité, un mois. Ça fait un mois maintenant qu'on nous a proposé à tous les Français ce pacte de responsabilité. Alors, on baisse les charges des entreprises pour lancer l'emploi. On compense par des économies budgétaires à un niveau inédit, 50 milliards d'euros au moins sur 3 ans. Je rappelle que l'Allemagne a fait 80 milliards d'euros d'économies sur 4 ans. Donc, un niveau inédit, et on n'a toujours rien vu. Pourquoi? Alors, Jean-Jacques Bourdin, c'est ça qui est frappant. Le pacte de responsabilité, c'est 50 milliards d'économies. C'est pas ça? C'est ce que vous avez dit. Je vais reprendre maintenant dans l'ordre. Allez-y. Avant le pacte de responsabilité, il y a le crédit d'impôt compétitivité. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'on finit par oublier ce qui va se passer là. Dans l'ordre, première année du crédit d'impôt compétitivité, 12 milliards d'euros. Financés en partie sur la hausse de la TVA et en partie sur des économies de la dépense publique. 12 milliards dès cette année avec les premiers effets pour les entreprises au mois de mai, 5 et autour du 15-20 mai. Ça va commencer là. Bon. Deuxième année, 2015, on est à 6% de ce crédit d'impôt, c'est-à-dire en plein montée en charge du crédit d'impôt. 20 milliards d'euros. En tout. 20 milliards d'euros. Il reste donc dans le pacte de responsabilité en supplément les 10 milliards qui correspondent en fait à l'ensemble des cotisations sociales familiales. Si on les supprime dans leur totalité, ça remplace le crédit d'impôt compétitivité emploi. Si le crédit d'impôt compétitivité emploi, donc il n'est pas sûr qu'on les supprime, quoi, si je vous comprends bien. Intéresse toujours les entreprises. C'est la discussion qui va avoir lieu le mois de janvier, là, le mois de février, avec les partenaires sociaux. Comment on séquence tout ça? Mais on n'oublie quand même pas que c'est pas 50 milliards qu'on va amener aujourd'hui, c'est une montée en charge. Mais ça, on a compris. C'est 50 milliards sur 3 ans. Voilà. Mais j'ai compris, Stéphane. Non, donc c'est pas 50 milliards, c'est sur 3 ans. Mais pour ce qui est du pacte de responsabilité, vous avez déjà engagé 12 milliards cette année, 20 milliards l'année prochaine et 30 milliards en 2016. Ça, c'est la politique qui est engagée. On est d'accord, Stéphane Le Foll, mais là, je viens de le rappeler. Non, mais vous l'avez rappelé, c'est très bien. Donc, si j'ai bien compris, il n'est pas certain qu'on baisse les charges des entreprises. Ah si. Les cotisations familiales. Elles baissent déjà dès cette année et l'année prochaine, et après... Elles baisseront donc, c'est sûr. On va essayer d'expliquer. 20 milliards sur le crédit d'impôt, c'est en fait par rapport aux impôts en moins pour les entreprises. Sur la masse salariale. Les cotisations familiales, ça représente 30 milliards. Donc, j'ai déjà 20 milliards pour les entreprises. Si je vais au-delà, ça fait 30 milliards. C'est les cotisations sociales familiales. Ça, c'est ce qu'a proposé le président de la République. Alors après, est-ce que cette suppression des cotisations familiales se substitue au crédit d'impôt compétitivité? La décision n'est pas prise. Voilà, on discute. Elle sera prise quand? Et par qui? Là, c'est la négociation. Il y a une négociation qui est engagée en mois de février. Il y a les discussions sur les contreparties. Et je voudrais juste dire un mot sur les contreparties. Oh non. Alors bon, allez-y. Juste un mot. Allez-y, je vous laisse guider. Au-delà du côté un peu cavalier de Monsieur Gattaz dans le voyage. Il est revenu sur ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit. Cavalier. Et après, il est revenu à un peu plus de raison. On doit être dans une stratégie d'accompagnement de la reprise. 2014, il faut qu'on consolide ce qui va se passer. 2015, il faut qu'on renforce ce qui sera passé en 2014. Et 2016, il faut qu'on capitalise et qu'on accroisse les résultats de la croissance des deux années qui viennent. C'est ça, c'est une montée en puissance qu'il faut jouer. Crédit d'impôt 2 premières années, pacte de responsabilité pour mettre tout le monde en perspective et tirer la machine économique. C'est ça l'enjeu du pacte de responsabilité. Pour ce qui me concerne dans la manière dont je vais l'aborder au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, c'est comme ça. Bien, alors très bien. On a compris la politique que le président de la République veut conduire. On est bien d'accord. Mais qui a parlé des 50 milliards? Alors, qui a parlé des 50 milliards? Le président de la République, le président de la République, le ministre le président de la République, de l'économie et des finances, le président de la République. Bien sûr.
Bon, alors où sont-ils, ces 50 milliards? Eh bien, ils sont dans la réduction de la dépense de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale. Future réduction. Non, mais il y en a déjà eu de la réduction. Non, ce qu'il faut qu'on se rende compte, c'est qu'il y a déjà eu des réductions. Il va falloir en faire beaucoup. Mais bien sûr. D'autant plus que les recettes fiscales ne sont pas bonnes, vous le savez bien. Justement, c'est pour ça que la croissance... La TVA ne rentre pas. On est d'accord. La croissance qui commence à revenir est un enjeu capital. On ne peut pas se tromper. Mais vous savez que 0,9 sur 2014, c'est ce qui est prévu. C'est une prévision. Oui, c'est une prévision. D'accord. Vous pensez que vous allez faire mieux? Mais moi, je veux qu'on se mette dans l'état d'esprit de faire mieux. C'est obligatoire. Oui, vous voulez. C'est ça l'enjeu. Mais ça se décrète pas, la croissance. Prenons déjà 0,9. Oui. Bon, et allons de là. Oui. Bon, d'accord. Alors Stéphane Le Foll, je reviens sur ces 50 milliards quand même, parce que je suis assez têtu, vous le savez. Je sais. Et oui, parce que j'entends et je lis. J'entends et je lis des responsables socialistes. Par exemple, Monsieur Leroux. Vous connaissez Monsieur Leroux? Je connais bien Bruno Leroux. Oui. Bon, Bruno Leroux, qui est le patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale, qui nous dit, ah ben oui, il y a une piste. Oui, il y a une piste. On va geler l'avancement, les primes et l'avancement des fonctionnaires. Et puis après, il dit, ah non, mais attendez, j'ai pas tout à fait dit la même chose. Puis Vincent Payon qui dit cela devant des journalistes, puis qui dit après, non, j'ai jamais dit ça. Alors qu'il l'a dit. Stéphane Le Foll, est-ce qu'il y aura un gel des primes et de l'avancement des fonctionnaires? Dans la fonction publique, il y a plusieurs catégories. CBA. Oui. Et les cadres de la fonction publique. Je pense que déjà l'effort qui est fait par les fonctionnaires est extrêmement fort. Gel du point, baisse du nombre des fonctionnaires. Donc il y a un effort qui a été fait. Moi, dans mon ministère, j'ai mis la priorité sur la revalorisation des salaires des catégories C. Des plus petites catégories. Et alors je ne vais pas rentrer dans le débat de manière globale. Moi je sais une chose, c'est que dans ce débat, il faut faire attention à pas prendre tout le monde et à mettre tout le monde dans le même panier, dans le même paquet. La fonction publique, c'est compliqué. Donc, si je vous comprends bien, moi, j'invite tous ceux qui se sont exprimés à garder beaucoup plus à garder un peu plus de temps, à bien réfléchir. Je ne sais pas. Vous invitez Monsieur Leroux à bien réfléchir. Je dis simplement que sur la fonction publique, on peut pas prendre ça comme ça. Je rappelle, il y a 3 catégories. Il y a des petites catégories, il y a catégories, et il y a des hauts fonctionnaires qui gagnent d'ailleurs plus que des primes des fonctionnaires. Oui, pour les hauts fonctionnaires, non pour la catégorie C. Je n'ai rien dit. Je ne prends pas de décision. C'est pas ma responsabilité. C'est ce que vous pensez. Je vous exprime une idée très simple. Attention à pas mettre tout le monde dans le même panier et attention à parler de manière générale comme ça. La désindexation des prestations sociales, oui, non? Là-dessus, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je sais que sur la sécurité sociale, ce qu'il faut qu'on fasse, et je sais que Marisol Touraine s'y est engagée, c'est qu'il y a, comment dirais-je, une organisation de la santé, des soins, des médicaments, de la manière dont on délivre et dont on a l'accès à la santé qui doit être pensée, améliorée. Il y a, on le sait, des possibilités de faire des économies, sans que ça remette en cause quelque chose de fondamental. François Hollande était aux États-Unis, Obama s'est battu, il a failli tout perdre sur le fameux Medicare. Ben, c'est quoi le Medicare? C'est pouvoir donner à tout le monde un accès à la santé. Nous, on l'a. On a intérêt de le garder. Mais en même temps, pour garder cet accès général à la santé pour tous, il faut qu'on soit capable de faire des économies là, de manière structurelle. Et là, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Plein d'économies. La Cour des comptes le dit. Et la Cour des comptes le dit. Vous devez réduire les dépenses sociales. Ben oui. La Cour des comptes dit qu'il faut réduire les dépenses sociales. J'ai bien écouté Didier Migaud et j'espère que là-dessus, il a bien réfléchi à ce qu'il a dit. Il a dit, je n'ai pas dit qu'il fallait s'attaquer à la sécurité sociale. Parce qu'on doit la préserver, mais on doit faire en sorte de pouvoir faire des économies dans le domaine de la santé à condition de s'organiser et de jamais remettre en cause ce qu'est la sécurité sociale, c'est-à-dire un accès pour tous à la santé, ce qui est quand même le premier des droits qu'on doit offrir aux citoyens français. Bon. Sur le gel de l'avancement des fonctionnaires, vous me dites, pour les fonctionnaires de catégorie C, il n'en est pas question, pour les autres, pourquoi pas? J'ai pas dit ça. C'est à peu près ce que vous avez dit. Je vous ai dit que dans la fonction publique, je rappelle à tout le monde qu'il faut faire très attention à prendre tout le monde dans le même paquet. Casus belli, dit Jean-Claude Mailly. Mais ça c'est normal, je connais bien Jean-Claude Bailly, et si vous regardez à chaque fois qu'il y a des discussions, vous allez souvent voir qu'il y a des casus belli. Bon, alors soyons là aussi. Bon, à chaque fois c'est pareil, on monte tout de suite dans les tours, hein, c'est tout de suite, ça y est, c'est la catastrophe, c'est casus belli. Restons un peu
calme et regardons les choses en faisant en sorte qu'on fasse avancer ce pays de manière collective, dans le dialogue et avec le sens de la responsabilité. Vous n'avancez pas vous-même au Parti Socialiste de manière collective. Là, vous êtes très... mais Monsieur Bourdin, dès le matin comme ça. Vous me faites sourire quand vous dites ça. Vous le savez aussi bien que moi, c'est pour ça que vous êtes ironique d'ailleurs. Je le sais. Vous avez vu votre l'aile gauche de votre parti, qui nous dit « Mais attendez, le pacte de responsabilité, mais non, il y a d'autres politiques possibles. » Il y a d'autres politiques possibles ou pas? Mais je connais tellement bien la gauche du parti que je vais vous expliquer quelle est l'autre politique. Oui. Pour eux, c'est la dépense publique ne doit pas être contrainte. Oui. La réduction des déficits publics, ça ne sert à rien. Il faut simplement laisser tout ça et avoir une politique de la demande. Moi, j'ai discuté avec un économiste il y a pas très longtemps à l'OFCE, là, qui m'a donné une info qui était très intéressante. Il a dit la chose suivante. Au moment où la production industrielle en France a baissé de 10%, la demande en produits industriels en France a augmenté de 20%. Donc on voit bien que la demande de produits industriels a continué à augmenter, mais la production industrielle a baissé de 10% dans le même temps. Donc je rappelle à tous ceux qui veulent une politique de la demande que si on soutient la demande, on risque de continuer à demander et à acheter des produits industriels, mais c'est pas ça qui va redresser la production industrielle. Donc il faut qu'avant qu'on ait cette possibilité de soutenir, de relancer par la demande, il faut qu'on redresse l'appareil productif, d'où la politique de l'offre. Là-dessus, avec Arnaud Montebourg, on est sur une ligne extrêmement cohérente, que ce soit dans l'agriculture, le bois, la forêt, l'agroalimentaire, et lui dans tout le domaine de l'industrie, l'offre productive est une priorité aujourd'hui. Sinon, on peut augmenter la demande, on peut soutenir la demande, mais à ce moment-là, l'offre productive, c'est pas comme ça qu'on va la redresser. Voilà. Stéphane Donc je ferai ce débat avec la gauche du parti, et en même temps avec tous ceux qui pensent que c'est de la mauvaise politique économique. Non. Mais je me mets à la place des Français parce que ils écoutent au Parti socialiste différentes voix. Pierre Gattaz qui change d'avis, Bruno Leroux qui avance des idées qui finalement ne sont pas les bonnes idées, du côté de l'UMP, Jean-François Copé qui soulève des débats qui n'en sont pas. Ah oui, Jean-François Copé. Oui. Là, vous voulez dire un mot sur Jean-François Copé ? Oui, rapidement, dans le domaine du politicien qui fait de la politique de manière politicienne, Jean-François Copé, c'est l'archétype, c'est la caricature. Parce que on a appris que l'UMP avait travaillé avant la présidentielle. Sur la question 2011. Oui, sur la question 2011 des genres et tout ça. Et en fait, ce qui était dit dans le texte de l'UMP, c'est pratiquement ce qui est aujourd'hui mis en œuvre avec toutes les enjeux pour l'éducation, l'apprentissage, de faire en sorte que ce qui doit être l'enjeu de l'égalité entre les sexes, ça soit appris, ça soit intégré dans l'école, en évitant ce qu'on appelle les stéréotypes, c'est-à-dire classer les hommes et les femmes dans des cases dès le plus jeune âge. Sachant que derrière tout ça, il y a un enjeu majeur. Je rappelle qu'en France, aujourd'hui, une femme décède tous les 3 jours des coups qui sont portés par son mari ou c'est un homme. Donc on est vraiment dans un débat majeur. Quand j'apprends que l'UMP avait fait les mêmes réflexions il y a donc 3-4 ans et que M. Copé revient avec un livre aujourd'hui pour dénoncer ce qui est fait alors que lui-même l'avait accepté il y a 3-4 ans, je me dis que là on est dans le débat politicien, on est dans la caricature de ce qu'il faudrait plus faire. Voilà. Oui, Jean-François Copé. Vous êtes d'accord avec moi? Bruno Leroux, Pierre Gattaz, le PS et ses différents courants. Comment voulez-vous que les Français vous croient? Franchement, 34% des Français qui adhèrent aux idées du Front National, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsables, vous tous? Franchement. Je pense que... Alors après, on assume tous pour tout le monde. Donc je vais le faire pour les autres. Vous dites, vous rejetez la figure. Vous dites, l'UMP, lorsque Jean-François Copé s'exprime, ça fait le jeu du Front National. L'UMP dit, mais quand le Parti Socialiste s'exprime, c'est pour faire le jeu du Front National. Oui, donc au centre du jeu, qui est-ce qu'il y a? Le Front National. Mais non, mais je connais ce débat par cœur. Mais oui, alors après, je vais assumer pour tout le monde. Oui, je pense que pour tout le monde. Oui, je vais assumer pour tout le monde, même si on pourrait regarder sur tout ce que j'ai pu dire pendant des années. Moi, j'ai essayé de. Quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, et je le dis. Il y a des choix à faire. Mais alors le côté du jeu complet d'opposants parce que je suis dans l'opposition, de majorité quand je suis dans la majorité, et avec ce brouillage général que vous dénoncez, ça, moi, je pense que c'est une maladie de notre démocratie. Il faudrait que chacun en prenne conscience. Alors après, sur le Front National. Oui. Je pense que sur le Front National, il y a un autre élément. Moi, j'appelle ça, c'est le référendum suisse qui m'a... je me suis dit, mais comment, dans ce pays riche,
on en arrive à avoir un parti, l'UDC, là, de droite, qui dit, qui pose une question, une seule, sur faut-il une immigration de masse. Posez une question dans un débat complexe, et puis vous amenez à la réponse qu'on a connue. Dans un pays très riche. En plus, je le dis à monsieur Fillon, je le dis à monsieur Estrosi, ce sont les travailleurs frontaliers français, allemands et italiens qui sont touchés. Je rappelle, français, et il y en a beaucoup. J'appelle ça, moi, un problème dans le populisme, c'est l'angle mort des choix qui sont faits par les populistes. Parce que quand on est dans une voiture, vous savez, il y a un angle mort. On voit pas toujours la voiture qui va nous percuter arriver. Là, dans le domaine du référendum sur la Suisse, on dit il y a trop d'émigrés, une immigration massive, de manière globale. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants, dans un continent européen qui en fait 500 millions. Elle profite à plein et totalement du grand continent européen et des accords qui ont été passés. Donc moi, il faut dénoncer tous les accords. Je suis dans ce domaine, effectivement, pour que les choix politiques soient assumés jusqu'au bout. Vous faites une proposition, vous gagnez, eh bien, il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire qu'il faut dire que chaque proposition a une conséquence. Il ne faut pas rester dans le mort. Il faut dire quelle est la voiture que vous allez vous prendre lorsque vous aurez fait ce choix en tournant comme ça. Même chose pour l'euro, vis-à-vis de Marine Le Pen. Ah, l'euro est trop élevé. Oui, il est trop élevé. Je partage l'avis d'Arnaud Montebourg. Mais de Marine Le Pen? Non. Elle, c'est sortir de l'euro. Ah, ça c'est ce qu'il y a de plus facile à dire. On n'est pas d'accord, donc on sort. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe quand on sort? Là aussi, il y a un angle mort. On dit pas aux Français ce qui se passe. Eh bien, on s'appauvrit. Et tout ce qu'on achète et qu'on importe, et notre balance commerciale est là pour le prouver, malheureusement, on en importe trop, eh bien, ça coûtera plus cher. Donc, on s'appauvrira. Voilà le choix. Donc, il faut rentrer dans un débat extrêmement clair avec l'extrême droite. Et arrêter le petit jeu qui consiste à dire, si l'extrême droite monte, c'est de l'intérêt des uns et des autres. Ça suffit, tout ça. Ça suffit. Bien. Parce que les risques derrière, ils sont lourds. Stéphane Le Foll, vous parlez d'Europe, parlons-en. Ce nouveau maïs OGM. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voté par, 19 États de l'Union européenne, dont la France, s'opposent à la culture de ce maïs, OGM. Bien. Le Parlement européen s'oppose à la culture de ce maïs OGM, et voilà que l'Union européenne autorise la culture de ce maïs. Je me mets à la place de ceux qui Je suis d'accord avec critiquent l'Europe. Là-dessus, voilà, la Commission européenne, chargée d'appliquer les traités, a été saisie, il y a eu un jugement de la Cour de justice, on va dans les détails, on lui dit, vous avez mis trop de temps, vous n'avez pas décidé l'autorisation. Parce que l'EFSA avait donné une autorisation, conditionnée d'ailleurs, à des compléments que devait apporter la société Piover, qu'elle n'a toujours pas apporté. Bon. Le Parlement vote de manière très claire, à une large majorité. Oui. La France, quand elle sait que la Commission va déposer ça au Conseil, puisque là c'est maintenant, on est dans l'exécutif là, mobilise 19 États. Mais la majorité qualifiée qu'il fallait pour empêcher l'autorisation, c'est-à-dire une majorité qui compte le nombre de voix que chacun des pays représente. C'est très démocratique. Plus vous avez d'habitants dans votre pays, plus vous avez de voix. On mobilise 19 pays. Et on échoue à quelques voix parce que l'Allemagne s'abstient. S'abstient. Oui. 29 voix pour l'Allemagne. Et là, on est dans la situation que vous évoquez. Et la Commission dit on va autoriser, mais les États pourront... Alors qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. De toute façon, depuis le départ, il y a un moratoire. Il n'y aura pas d'utilisation et de recours à cet OGM en France. Mais moi, ce que je vais faire maintenant, et je n'ai discuté avec le ministre allemand de l'Agriculture, c'est que je vais proposer... Nous allons proposer ensemble, il y a le sommet franco-allemand, une proposition pour revoir complètement la législation sur ce débat, sur les OGM. Parce qu'il est quand même insensé qu'aujourd'hui, l'Espagne qui utilise des OGM, soit la seule qui d'ailleurs qui les utilise, qui vote pour. Elle a quelques logiques à le faire. Alors que la Suède ou d'autres pays qui ont voté pour cet OGM ne les utilisent pas. Et que 19 pays qui ne le souhaitent pas n'est même pas un cadre juridique pour pouvoir s'appuyer pour dire voilà pourquoi nous ne souhaitons pas utiliser tel ou tel OGM. Alors qu'est-ce que vous allez prendre comme initiative? Qu'est-ce qu'on va prendre comme initiative? D'écrire une proposition de loi, de cadre juridique à l'échelle de l'Europe, qui consistera à dire, lorsqu'il y a une autorisation qui est donnée, chaque État peut, en fonction de critères objectifs, problèmes de protection de l'agriculture biologique, des productions de qualité, problèmes de dissémination dans l'environnement, d'une résistance, évaluation du coût, avantage, parce qu'on parle des OGM comme un avantage économique, personne n'est capable de me le prouver, donc en évaluant coût, avantage, sur des critères objectifs et positifs, on pourra dire, je choisis ou je ne choisis pas. Et on sera garanti aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on ne l'est pas.
Oui, on ne l'est pas. aujourd'hui, la France ne peut pas interdire Si, la culture. de fait, elle l'interdit. On aura une. Vous l'interdisez, mais le Conseil d'État vous a donné tort. Voilà, bien sûr. Deux fois. On va faire un projet de loi là. Oui. On va continuer au travers d'une clause de sauvegarde qui n'est pas un cadre juridique serein. Mais vous maintiendrez l'interdiction coûte que coûte. Mais bien sûr. Et on a 19 pays, plus toute la majorité dans le Parlement européen. Là-dessus, franchement, si j'avais un signal à envoyer à la Commission, ça serait de lui dire de temps en temps, il faudrait un tout petit peu écouter ce que souhaite l'opinion européenne. Et pas rester uniquement dans l'application brutale, systématique des cadres dans lesquels on s'inscrit. On doit respecter les règles juridiques de l'Europe. Mais en même temps, on doit aussi être capable de prendre les aspirations de ce qui s'exprime dans l'ensemble des pays européens. En tout cas, moi, j'arrêterai pas et demain, on fera des propositions. Merci Stéphane Le Foll, 8h56.